Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors évidemment, sur cette chaîne, je parle beaucoup de ma devise, le personnel et viscéral, et je vous évoque également tous les leviers qu'on peut activer pour mettre en place ce personnel et viscéral. Donc je vous parle de flashback, je vous parle de scènes à cadre limité, je vous parle bien sûr de l'ambiance sonore, je vous parle d'introspection des personnages, c'est-à-dire de se pencher sur ce que les personnages pensent comme partie intégrante du jeu, je vous parle de roleplay utile, bref, je vous parle encore une fois de tout ce qui permet d'activer le personnel et viscéral, de le faire ressentir, même plus précisément d'amener une couche de personnel et viscéral, parce que vous allez voir que c'est en plus d'éléments essentiels. Et c'est ce qui me mène au sujet de la vidéo du jour. Il y a une chose fondamentale qu'il s'agit de garder en tête et que beaucoup de MJ dits narratifs, comme moi, finalement oublient, ce qui, à mon avis, peut nous nuire dans la vision que certains ont de nous. Je parle du jeu. Il ne faut jamais oublier que tous les leviers du personnel et viscéral dont je parle doivent être utilisés en plus, c'est pour ça que je parle de couche, en plus de l'élément fondamental du jeu de rôle qu'est le jeu, à savoir la prise de décision des joueurs, ce qui va les faire jouer tout simplement. En aucun cas, les éléments de personnel et viscéral ne doivent se substituer à tout ce qui constitue le jeu. Le personnel et viscéral, c'est un petit peu l'épice qui va relever le jeu, même si ce n'est pas souvent, pas tout le temps, l'élément qui va créer ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur les bases. Votre session d'ailleurs, que ce soit un one-shot ou une session intégrée à la campagne, elle peut très bien fonctionner si elle respecte les éléments fondamentaux d'une bonne session de jeu de rôle, sans même avoir de personnel et viscéral. Je suis le premier à l'admettre. Alors peut-être que ça ne cassera pas la baraque dans l'intensité que vous recherchez, mais ça fonctionnera et on pourra tout à fait s'amuser. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous cherchez à avoir une session personnelle et viscérale, mais que vous oubliez les éléments fondamentaux qui créent du jeu, ça ne fonctionnera pas. Et paradoxalement, finalement, ça ne sera même pas une session personnelle et viscérale parce que cet élément-là a besoin du jeu pour exister. Donc aujourd'hui, je reviens aux bases. Et ça sera peut-être même le cas sur d'autres vidéos d'ailleurs. Et donc, je vais vous parler des 4 leviers fondamentaux, essentiels pour une bonne session de jeu de rôle, que ce soit une session pour un one-shot ou une session qui s'intègre dans une campagne plus longue. Et je vais vous montrer donc que ces éléments-là peuvent être utilisés pour créer des bonnes sessions. Et je vous expliquerai à la fin, en vous donnant un exemple de petit scénario, comment on peut apposer le personnel et viscéral sur cette base qu'il faut respecter. Le premier élément clé d'une bonne session jeu de rôle, parmi ces éléments donc fondamentaux, et peut-être même le plus important, c'est le fait de donner un objectif clair très rapidement à vos joueurs. C'est-à-dire que dès que vous leur cédez la parole pour la première fois dans votre partie, eh bien vous leur donnez un objectif clair. Ça peut intervenir dans les premières minutes, voire même, et de préférence, dans les premières secondes de la partie. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur réussir son introduction, dans laquelle j'évoque ces éléments, même si l'introduction, c'est quelque chose d'un peu plus global, j'évoque la nécessité de rendre cette chose-là rapide. Ne laissez surtout pas les joueurs tâtonner en espérant que le fait de ne pas donner un objectif clair va permettre un jeu plus ouvert. C'est l'inverse. Ne considérez pas, par exemple, qu'il y a besoin d'une période d'acclimatation sans objectif pour que les joueurs glissent dans leur personnage. C'est le contraire qui se passera. Un objectif, s'il est donné, s'il est clair, même s'il est mineur et qu'il peut même changer, on y reviendra, va permettre de donner une direction aux joueurs et un élément sur lequel ils vont s'appuyer justement pour prendre des décisions qui peuvent être plus ouvertes. C'est avoir un objectif, contrairement à ce qu'on peut penser, qui va ouvrir le jeu dès le départ. En tout cas, qui va poser les bases de cette ouverture. Je précise d'ailleurs que l'objectif de départ d'une session n'est pas forcément l'objectif principal du scénario, parce que d'ailleurs il peut précéder l'élément perturbateur, dont je vais parler dans un instant, et l'objectif peut très bien évoluer. Ça ne vous dispense pas de donner cet objectif clair préalable très rapidement dans la session. Sans objectif, je le disais, les joueurs vont tâtonner, ils vont faire peut-être même du roleplay d'inette parce qu'ils cherchent sans oser le dire ce que le MJ attend d'eux, et vous risquez de plomber le rythme de la session dès le début, et vous savez ce que je pense du rythme. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo sur le rythme. Cet objectif que vous devez donner, il peut être exprimé de 2 manières.
soit, enfin deux manières, il y en a peut-être d'autres, mais disons deux manières principales. Il peut être exprimé clairement par le standard donneur de quête. Vous êtes dans une taverne, vous êtes je ne sais pas où d'ailleurs, et un donneur de quête, un donneur de mission vous explique ce que vous devez faire. Ça fonctionne très bien, il n'y a rien de mal à ça, c'est même très utilisé. Ou de manière plus implicite, c'est-à-dire l'objectif, il s'expose naturellement aux joueurs, il est révélé, comme par exemple, si vous leur dites dans les premières secondes qu'ils sont en train d'accompagner un convoi dans le but de le protéger pour traverser une forêt, eh bien, si vous leur décrivez qu'ils sont soudainement attaqués ou qu'une volée de flèches s'abat sur eux, ils vont tout de suite comprendre que l'objectif, c'est de défendre le convoi dans un premier temps. Et immédiatement, ils ont quelque chose à faire. Alors oui, ça c'est du in media res, c'est une technique, mais pourquoi ça marche? Parce que le in media res crée un objectif implicite très souvent, et c'est ça la réalité de ce mode opératoire. Ça crée un objectif. Donc pensez-y, c'est vraiment l'élément le plus important, surtout au début d'une session, je dirais. Tout de suite, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire, même si ça peut évoluer. Je vous donne un autre exemple. Dans un de mes scénarios, qui commence à être connu un peu par les membres de la communauté, je vais vous donner un spoil très léger, même si un jour vous voulez jouer ce scénario avec un MJ, il n'y aura aucun souci. Au début, les joueurs jouent des enfants, et l'élément perturbateur met quand même plusieurs minutes avant d'arriver. Cependant, dès les premières secondes, je leur explique qu'ils sont en groupe et ils sont en train de traverser une forêt dans le but d'atteindre l'observatoire abandonné qui se trouve de l'autre côté de la forêt sur une colline, parce qu'ils veulent s'amuser, etc. Je leur donne cet objectif, je leur dis que c'est ce qu'ils sont en train de faire au moment où commence l'histoire. Et là, je leur pose des questions. Pourquoi est-ce que vous y allez? C'est quoi vos raisons à vous? Comment vous vous disposez dans le groupe? Comment vous vous y prenez? C'est quoi votre attitude? Donc, je leur pose bien des questions pour ouvrir le jeu, mais ils savent ce qui est attendu d'eux et donc ils vont pouvoir s'adosser à cet objectif pour répondre à mes questions en interprétant et en creusant un peu leur personnage et la situation. C'est un objectif mineur. Dans les minutes qui suivent, il change parce que l'élément perturbateur va mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais pour autant, il y avait un objectif de départ dès les premières secondes. Ce qui me mène au second levier essentiel pour une bonne session de jeu de rôle, c'est l'élément perturbateur ou les éléments perturbateurs. Je vais même être un petit peu plus précis, c'est plus qu'un élément perturbateur, c'est vraiment un déclencheur d'intrigue, plus que d'histoire d'ailleurs. C'est ce qui va lancer le sujet principal de la session, ou en tout cas le sujet principal à ce moment de la session. Il est surtout utile, cet élément perturbateur, lorsque votre session ne commence justement pas par un donneur d'ordre qui vous dit quoi faire, qui vous lance une mission. Parce que là, d'une certaine manière, l'élément perturbateur, il est identique à l'objectif. Vous avez une mission, vous allez le faire. Bon, très bien, après, on n'a plus qu'à jouer. Mais lorsque ça commence par quelque chose qui est plus justement, qui relève de l'acclimatation, même si on peut quand même et on doit mettre un objectif, lorsqu'il intervient plus tard, l'élément perturbateur, il va lancer les joueurs sur le vrai sujet, sur l'intrigue. Et il est extrêmement important. À mon avis, vous ne devez pas céder aux sirènes de la devise qui veut que l'histoire repose entièrement sur les joueurs et que le maître du jeu n'est là que pour réagir à ce que les joueurs vont décider. Les joueurs ne décideront jamais aussi bien et de manière aussi versatile et inattendue que lorsqu'ils sont soumis à une situation à laquelle réagir, en particulier dans la première partie d'une session. C'est précisément ça qui va ouvrir leur choix. Une situation qui est stagnante, dans laquelle on compte uniquement sur les joueurs pour déclencher quelque chose, risque au contraire de laisser les joueurs dans une expectative et de ne pas susciter leur mouvement. Et c'est ça le rôle principal de l'élément perturbateur, c'est mettre les joueurs en mouvement. Et ensuite, une fois qu'ils sont mis en mouvement, une fois qu'ils sont propulsés dans l'histoire, ils vont pouvoir être plus proactifs et ouvrir le jeu parce qu'ils ont encore une fois des éléments auxquels réagir au départ. Le troisième élément essentiel est l'un des plus importants sur le corps de votre session, sur la majorité du temps de session, c'est le fait d'exposer vos joueurs à des défis et à des situations à résoudre. Je vous renvoie d'ailleurs à mes 2 vidéos sur le fait de scripter des situations ouvertes. C'est probablement la clé la plus évidente, dont vous me direz que j'enfonce une double porte ouverte, mais qui pourtant, à mon sens, est la plus souvent ignorée, ou en tout cas la plus souvent sous-utilisée. Ça m'arrive assez régulièrement de me retrouver
dans une partie où à la fin je me dis mais j'ai pas eu beaucoup de défis différents, je n'ai pas eu beaucoup de situations à résoudre différentes et donc je n'ai pas souvent pris des décisions, alors que je l'ai dit, la prise de décision c'est à mon avis l'élément essentiel du jeu en jeu de rôle. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Or, c'est justement le nombre de fois où vous prenez des décisions qui va donner une forme de densité à votre session. Donc elle doit être jonchée, cette session-là, de situations problématiques qui imposent aux joueurs de trouver des solutions. C'est la source principale de jeu, comme je le disais. Donc les situations doivent être suffisamment complexes pour que les joueurs aient justement plusieurs solutions, plusieurs possibilités pour les aborder. C'est précisément d'ailleurs ce qui va vous aider aussi à ouvrir le jeu quand on a peur de trop fermer les choses et d'être trop linéaire ou trop directif. Lorsque vous préparez une session, je vous invite à vous mettre à la place des joueurs et à vous poser honnêtement la question: ont-ils des décisions à prendre dans ce que j'ai préparé suffisamment fréquemment? Et ces décisions à prendre ont-elles un impact tangible sur l'avancée de l'histoire? Soyez honnête avec vous-même et si la réponse est non ou que ce n'est pas suffisamment souvent, alors vous devez ajouter des situations et des défis à la partie que vous préparez, que ce soit un one-shot ou que ce soit, encore une fois, une session dans le cadre d'une campagne. C'est vraiment ce qui va créer du jeu, c'est ce qui va créer de la densité. Je vous invite à voir ma vidéo sur la densité. Et c'est ce qui créera une sensation d'avancement dans l'histoire et donc dans le jeu. Les scènes de roleplay, d'introspection, c'est très bien, j'en utilise souvent. Ça peut même faire avancer l'histoire au sens large, mais ce n'est pas vraiment ça qui crée du jeu au sens strict du terme. Enfin, la dernière clé, le dernier élément basique, fondamental pour une bonne session, qui est une autre clé évidente finalement, c'est plutôt un style de jeu, quelque chose à garder en tête en permanence pour un maître du jeu, c'est le fait de rebondir sur les actions des joueurs. Je sais, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte avec un bélier et peut-être même avec un canon, mais c'est pas toujours respecté, pas si souvent. C'est souvent plus facile de théoriser que de le mettre en pratique. Et je vais être honnête avec vous, c'est souvent omis par beaucoup d'adeptes justement du jeu à style narratif que j'affectionne, et si bien que parfois, nous autres MJ narratifs, et non pas narrativistes, avons la réputation de ne pas mettre de jeu au cœur de nos histoires, chose qui pourtant est effectivement extrêmement importante, y compris dans du personnel et du viscéral. Donc, pensez toujours à utiliser les décisions et les choix des joueurs pour rebondir et générer une histoire, une narration, une description qui découle directement de leurs actions et ensuite laisse un impact tangible, une empreinte tangible dans le narratif. Appuyez-vous sur leurs idées pour générer une continuité dans les défis qui sont rencontrés. Encore une fois, trop de maîtres du jeu entendent ce que disent les joueurs, peut-être même l'incluent dans une description, mais finalement n'incluent pas assez la conséquence de cette action dans l'élément narratif qu'ils vont décrire ensuite. Et c'est ça qui est extrêmement important pour que le joueur sente que son action, son idée a vraiment changé les choses et orienté l'histoire. Les décisions et les actions des joueurs, en plus, ça fournit une excellente source d'inspiration pour l'improvisation sauvage que beaucoup affectionnent, et ça va donner corps aux situations que vous-même vous avez initiées par vos objectifs, par vos éléments perturbateurs et par les défis que vous avez mis en travers du chemin des joueurs. Le MJ, donc, dans ce mode de pensée, il initie, il déclenche, il présente des situations, et donc il est proactif à cet instant de la narration, et les joueurs, eux, sont plutôt en réaction. Mais une fois que l'action est lancée, l'action au sens large, une fois qu'elle est propulsée, là, les rôles s'inversent. Les joueurs deviennent proactifs et le MJ commence à agir en réaction pour nourrir la situation. Mais le fait que le MJ ait été proactif en amont et rebondit sur les actions des joueurs et déclencher les choses, c'est ce qui va permettre la proactivité des joueurs. Pour conclure, et je vous l'avais promis, ça va peut-être étendre un peu la durée de la vidéo, mais ce n'est pas grave, je vais vous donner un petit exemple de one-shot très simple que j'ai fait jouer à 2 de mes enfants. Donc ça, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je pense que tous les éléments, les 4 éléments dont j'ai parlé, sont dedans et permettent une histoire qui est très sympa et qui pourrait même plaire à des adultes si on ajoutait des éléments peut-être un petit peu plus matures. Et je vais vous expliquer à la fin comment on peut simplement injecter du personnel et viscéral à cette base.
Il commençait dans un village de fantasy médiéval fantastique très simple. Le village est attaqué par des orques. In media res, l'objectif émerge évidemment, c'est la défense. Une fois qu'ils gagnent, c'est très bien, les orques fuient. Malheureusement, ils ont fui avec des réserves de nourriture et pire, avec une petite fille qu'ils ont enlevée et on ne sait pas pourquoi. Alors donc, rassemblement du conseil, on désigne les personnages joueurs pour traquer les orques et pour sauver la petite fille et récupérer les réserves de nourriture. Donneur de quête, objectif très clair. Ils quittent le village, se mettent à pister les orques à travers notamment un marécage, donc il y a un petit peu l'environnement qui va poser des difficultés pas énormes, mais c'est un premier défi, qui va les mener jusqu'à la lisière d'une forêt dans laquelle ils vont s'engager tout en perdant la trace des orques à ce moment-là, parce que la forêt, c'est peut-être plus difficile pour suivre. Heureusement, ils vont tomber sur un centaure qui est en train de se battre avec quelques-uns des orques qui sont arrêtés là parce qu'ils ont essayé peut-être de le voler lui aussi. Il est en difficulté. Ils vont pouvoir l'aider. Et donc, nouvelle situation, nouveau défi contre les orques, comment ils s'y prennent. Ensuite, interaction avec le centaure qu'on peut rendre amical, qu'on peut rendre tendu à l'idée de voir des humains, que sais-je, pour qu'il y ait une phase de négociation et donc une autre forme de défi, pourquoi pas. En tout cas, ça peut devenir un allié. Lui peut leur donner des informations sur la direction qu'ont pris la masse des orques. Ainsi, ils retrouvent leurs traces. Ils arrivent au village des orques en lisière de forêt, ils peuvent voir. La situation ouverte, comment vous vous y prenez, ils sont quand même nombreux. Alors, ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent tenter une attaque de front, ils peuvent balancer des flammes, ils peuvent attendre la nuit et y aller en infiltration. Moi, mes deux enfants, il y en a un qui a décidé d'aller jouer du tambour dans la forêt pour attirer les orques, pendant que l'autre s'infiltrait dans le village pour essayer de récupérer la nourriture et de trouver la petite fille. Malheureusement, il a raté tous ses jets, donc il s'est fait attaquer, il était en difficulté et son frère a dû venir l'aider. Bref, ils ont quand même réussi, mais vous voyez, l'histoire a été forgée par leur décision et le fait que je rebondissais sur ce qu'ils choisissaient de faire. On est toujours sur quelque chose de très simple. Ils ont trouvé les réserves de nourriture qu'ils ont renvoyées vers le village. En revanche, ils n'ont pas trouvé la petite fille. Là, on peut interroger les prisonniers orques, on peut les menacer, on peut retrouver la trace en pistant, on peut trouver des indices, interroger les villages environnants, que sais-je. En réalité, les orques ont emmené la petite fille pour en faire cadeau à un cyclope qui vit dans une caverne à la base d'une montagne. Et ils le font régulièrement d'enlever les enfants pour lui donner ses enfants à manger. Et donc, ils arrivent dans la caverne, et là, pareil, situation ouverte, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour retrouver la petite fille, pour l'extraire? Eh bien, peut-être qu'ils vont affronter le cyclope de manière frontale, peut-être qu'ils vont lui tendre un piège, peut-être qu'ils vont l'attirer à l'extérieur aussi pour entrer dans la caverne et être plus malin, ou peut-être même le duper comme Ulysse le ferait avec Polyphème. Peu importe, situation ouverte, et là, ils récupèrent la petite fille, et ils repartent, ils ont gagné. Vous voyez, c'est extrêmement basique. Il y a eu un objectif clair, il y a eu un, voire plusieurs éléments perturbateurs, il y a eu des défis, plusieurs défis qui ont rempli la session. On peut vraiment la raconter et pourtant, il me semble qu'elle n'a duré que 30 minutes. C'est vous dire, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis, on rebondit sur les actions des joueurs. Ça fait une session. C'est la base. C'est le plus important que tous les éléments de personnel et viscéral dont je vous parle sur ma chaîne. En revanche, une fois que vous avez ça, il est aisé d'injecter ces éléments de personnel et viscéral qui vont relever l'intensité d'une session même toute simple. On peut faire en sorte que la petite fille soit la fille d'un des personnages joueurs. En plus de ça, peut-être que le centaure est le mentor, voire même père adoptif, d'un des personnages joueurs, comme Chiron l'a été avec le héros grec Jason. Exemple choisi complètement au hasard, bien évidemment. Et puis peut-être que dans l'histoire de l'un des personnages, un cyclope a dévoré ses parents ou son ancien village ou que sais-je. Et donc quand il se rend compte qu'il y a bien un cyclope derrière, et que c'est d'ailleurs le cyclope, peut-être que lui, il va vouloir affronter le cyclope pour se venger et pas seulement récupérer la petite fille. Donc il peut même y avoir des dissensions dans ce qu'ils veulent faire entre les joueurs. Et hop, vous avez du personnel et viscéral qui n'est pas forcément de très haute volée, mais vous voyez, en pensant comme ça, en pensant que le personnel et viscéral est l'épice qui relève, on n'oublie pas les bases. Voilà, je pense que ce retour aux sources était essentiel, en particulier sur ma chaîne d'ailleurs, parce que ce que je dis peut être à double tranchant si on oublie les bases en se tournant vers les pratiques avancées du personnel et viscéral. Donc je voulais vraiment revenir à ça et préciser les choses. Peut-être que je le ferai sur d'autres aspects sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous sur le Discord, lien en description pour poursuivre la discussion. N'oubliez pas qu'il y a une chaîne secondaire qui n'est plus tout à fait secondaire, avec le collectif du personnel et viscéral, donc d'autres MJ, moi dedans, et vous verrez donc nos actuels plays sur cette chaîne.
À très bientôt, merci pour votre écoute, salut à tous.